bienvenue pour les pistonnés, le magazine du mercredi, le rendez-vous traditionnel, bien sûr, des grands passionnés de Formule 1 et bien sûr des grands fidèles aux pistonnés. Le plateau, je vous l'ai dit, c'est toujours le même que lundi pour le débrief. Pierre Guyonnet, notre invité du Grand Prix de France, bien sûr, ex-salarié également de la Fédération internationale de l'automobile. Salut Pierre. Bonjour. Bonjour à vous trois. On est vraiment heureux de t'avoir, Pierre. C'est vrai que Pierre est l'un des bienfaiteurs des pistonnés, il faut le dire. Voilà, en coulisses. Le mécène. Mais il fait partie des bienfaiteurs. Hamza Ramani d'un côté, Brice Germain, bien sûr de l'autre, notre duo Tic et Tac, le duo qui régale la France et la francophonie, bien sûr, quand il s'agit de parler Formule 1. Ça va les gars ? Toujours. Toujours. Impeccable. Impeccable. Eh bien, écoutez, ça tombe bien que le moral aille bien, que vous soyez en forme, parce que là, on va s'attaquer à un sacré morceau de bravoure dans le cadre de ce magazine. Je vous rappelle toujours les 3 rendez-vous à chaque week-end de Grand Prix. Le dimanche, voire le samedi, c'est pole position sur Winamax TV. Puis le lundi et mercredi, les 2 rendez-vous historiques, le débrief et le magazine. Le magazine nous permettant de prendre un petit peu de recul et de parler aussi également de l'actualité un petit peu plus froide. Mais l'actualité, elle a été chaude ce week-end et la semaine dernière, puisqu'il y a eu différentes déclarations, ce qui nous a poussé à cette question. Est-ce que la F1 va vers un grand remplacement ? On a eu d'un côté les déclarations de Stefano Domenicali qui a mis la pression clairement sur les Grands Prix européens, sur les Grands Prix historiques, qu'il a dit être prêt à couper. La situation aussi également du côté de Jeddah le week-end dernier, qui est venu faire écho à ces déclarations et qui est peut-être est intervenu en tout cas en tant que piqûre de rappel, comme une piqûre de rappel en tout cas pour les instances de la Formule 1 et qui souhaitent ouvrir la Formule 1 forcément à une nouvelle destination, mais on va y revenir. L'entretien, Julien Simon-Chotan, notre invité la semaine dernière qui nous parlait notamment de la Révolution 2022, là va vous expliquer et décrypter quel est le métier d'ingénieur de course, qu'est-ce qu'un bon ingénieur de course, et voilà, on en parlera, c'est un entretien absolument passionnant. Et puis le quiz, allez, je trahis un petit secret, on a fait les croisons-les la semaine dernière. Je sais que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai revu la vidéo. Je sais que les meilleures blagues sont les plus courtes, mais on va le faire une dernière fois. Est-ce qu'il y a Pierre dedans ? Et il y a Pierre. Ah oui. Et il y a Pierre dedans. Allez les amis, on lance tout de suite le débat du magazine de cette semaine, bien sûr, on est pistonné. Il a allumé la mèche la semaine dernière dans un entretien exclusif accordé à Sky Sports Formule 1. On ne pensait pas... Après avoir lu ce qu'il a dit, on se demande s'il s'adressait aux passionnés de Formule 1 ou si tout simplement il s'adressait à un conseil d'administration ou à des futurs investisseurs. Il nous explique, Stefano Domenicali, nouveau patron de la Formule 1 en remplacement, rappel de Chase Carey depuis l'année dernière, que Las Vegas et Kyalami en Afrique du Sud sont peut-être de retour dès la saison prochaine. Il souhaite aussi, et il le réaffirme, le retour de la Formule 1 du côté de la Chine. On rappelle que depuis le début de la crise Covid, les écuries ne sont plus allées du côté de Shanghai. Il affirme même qu'on pourrait avoir 30 Grands Prix au calendrier par rapport à la demande, aux propositions de pays qui sont prêts à accueillir la Formule 1. On rappelle quand même que les accords Concorde récemment ratifiés limite bien sûr le nombre de Grands Prix à 25 par saison. Des Grands Prix européens déjà condamnés. C'est la première question qu'on va se poser ici. Il le dit, regardez cette phrase, le processus a déjà commencé. Il y a des promoteurs qui sont en fin de contrat après 2022. Il est probable que certains d'entre eux ne seront plus au calendrier l'an prochain ou alors devront accepter une forme de rotation avec d'autres circuits. Bref, les confidences de Domenicali ont fait couler beaucoup d'encre et je voulais avoir votre avis pour lancer ce grand débat autour du grand remplacement en Formule 1. Je voulais avoir votre avis concernant ces déclarations et notamment ton avis, Pierre, parce que tu es aussi concerné par rapport à ta position au sein du Grand Prix de France. Par où commencer Effectivement, Stefano interview Sky, une communication très institutionnelle et il fait part d'un état des lieux qui est... dont il fait part depuis quand même quelques mois. Il faut rappeler aussi ce qui est important. Formula One depuis 2017, elle a été rachetée par Liberty Media et elle est maintenant cotée en bourse au Nasdaq. Donc il y a ça c'est important de le noter parce que les principaux revenus de Formula One, c'est promoteurs, sponsors et média broadcasters, donc nos diffuseurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes dans le calendrier et il y a peu d'offres. Et il y a beaucoup de demandes avec des nouveaux Grands Prix qui arrivent et qui payent des prix de plateau quand même très très chers. En tout cas plus chers que certains promoteurs, autres organisateurs européens. Ils vont de l'ordre,
on a un delta de x4, x5 entre le plus petit du championnat et le plus grand du championnat. L'idée de qui est le plus petit, qui est le plus gros? Le plus gros serait notamment Arabie Saoudite, Ouais. et le plus petit devrait être Monaco, non? Monaco. Ouais, c'est ça. Le plus petit? Ouais. Ouais, ça devrait être Monaco. Grâce à un statut un peu historique? Il y a un statut assez particulier, oui, assez historique. Et après, on est dans un mouchoir de poche entre l'Italie, Monza, la Belgique, la France, avec des prix de plateau qui avoisinent entre 20 et 25 millions de dollars. Voilà. Donc effectivement, il y a beaucoup de demandes, et la loi de la demande et de l'offre fait qu'il y a des gens qui se pressent et qui veulent organiser un Grand Prix. Là, ce qui est intéressant, je vais rebondir sur les propos de Stefano, c'est Dominicali, c'est qu'il parle de 30 Grands Prix possibles. Alors ça, je pense qu'il faut complètement oublier. En ayant parlé avec Eric Boulier, qui est un ancien patron d'écurie, et puis même à Bahreïn, j'ai eu la chance d'être au test à Bahreïn, d'en parler avec d'autres patrons d'écurie, c'est que aujourd'hui, il y a les accords Concorde, mais il y a aussi un problème de logistique, il y a un problème d'humain. Et il est clair qu'aujourd'hui, n'importe quel patron d'écurie vous dira qu'au-delà de 25 Grands Prix, c'est impossible. C'est théoriquement impossible. On ne va pas rentrer dans les détails du personnel, vie privée, vie professionnelle. Et en plus, si on ajoute le cost cap à ça, ça paraît quand même grandement irréalisable. Après... la rotation, effectivement, c'est une possibilité. Je pense qu'il y a des Grands Prix européens qui, pour garder leur Grand Prix, seraient prêts à l'évaluer. C'est des options qui seront évaluables, mais à l'heure actuelle, je pense que les Grands Prix européens veulent rester un maximum de temps dans le calendrier et avoir cette récurrence annuelle du calendrier. Donc oui, ils sont à risque parce qu'il y a une pression financière. Oui, ils sont à risque parce qu'il y a beaucoup d'offres et il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas assez d'offres. Mais on a d'autres atouts. Il y a d'autres atouts pour les Grands Prix européens. Alors, peut-être pas, si tu veux, je continue de faire mon monologue. Non, mais c'est intéressant, Non, c'est intéressant, ouais, et je pense que les gens ne savent peut-être pas. On n'a pas ces infos-là. Hein, Alors aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on a eu la chance d'être reçu à Bahreïn pour parler avec les autres promoteurs, et j'ai la chance d'être intégré dans les discussions qu'il pourrait y avoir avec Formula One pour renouveler des contrats. Il faut savoir qu'il y a une évaluation, effectivement, et il y a des décisions financières, mais pas que. Aujourd'hui, un Grand Prix, il est évalué sur plein d'autres choses qui font que s'il doit rester, s'il peut rester au calendrier ou non, du fait qu'il paierait moins. Il y a des notions qui sont portées par Formula One très fortes aujourd'hui, notamment la RSE, la RSE, donc le développement durable, et aussi toutes les autres actions qu'on pourrait faire en social, qu'un Grand Prix pourrait faire en social, qui intègrent dans la balance, qui sont vraiment considérées et qui ont du poids dans la balance. Ils nous l'ont dit, voilà, dans le futur, ça sera des conditions sine qua non pour renouveler un contrat. Et je te coupe là-dessus, Pierre, mais c'est plus important ça que le statut d'historique ou la culture du sport automobile qu'il peut y avoir. Ouais, j'allais y venir. Effectivement, tu as aussi une autre partie qui est une histoire de sportivité / historique / ADN du sport automobile. Aujourd'hui, on parle de Grand Prix historique, mais dans ces Grands Prix historiques, le mot Grand Prix a été inventé dans notre pays. D'autres pays ont été l'Angleterre, l'Italie, Monaco. Ils ont plus de 65 éditions, voire 70. Ils ont créé le sport, ils l'ont développé. Pas uniquement en termes de notoriété, mais aussi en termes de grands faits marquants et d'histoire, et même en termes financiers. Il y a des sponsors et un écosystème d'audience qui est très très lié à l'Europe. Faut expliquer aujourd'hui que l'audience elle se situe principalement en Europe. Donc se séparer des grands prix historiques, ça pourrait être une erreur. Et il ne faut pas oublier ce passé-là. Et c'est un critère qui est évalué. Et puis tu as un autre critère qui est évalué par Stefano Domenicali, comme il le dit dans l'interview de Skype. Il dit en anglais de monter un peu leur jeu, de monter en gamme. Et je pense qu'il parle ici d'infrastructure, de conditions d'accueil, de cartes postales, de ce que représente en tout cas, comment sont accueillies les écuries, comment est accueilli le paddock, quelle est l'image retranscrite du paddock et du pays d'accueil. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont pris en compte. Mais oui, à risque, oui, c'est une vraie certitude qu'il y a beaucoup de demandes. Donc on en reparlera après, mais est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ?
j'ai déjà mon avis. Voilà. Et on le prendra et on l'a compris entre les lignes, mais on te le reposera bien sûr dans quelques instants. Juste avant de vous donner la parole, Brice Hamza, regardez la suite. Tu parlais de la suite, d'autres propos dans cette interview donnée à Sky. Nous savons que nous devons trouver un équilibre entre les nouvelles courses et celles historiques. D'autres pistes doivent rester au calendrier. L'arrivée d'offres de la part de nouveaux promoteurs est un avantage pour la F1 puisque cela incite les organisateurs actuels à élever la qualité de leur travail en termes d'offres pour le public, d'infrastructures et de gestion de l'événement. Ce n'est plus suffisant d'avoir un héritage fort. Vous devez également montrer que vous êtes au niveau. C'est exactement la phrase dont tu nous parlais, mon cher Pierre. Juste petit habillage, avant de vous donner la parole. Les 4 Grands Prix actuellement en fin de contrat à la fin de l'année 2022, vous les avez entreaperçus tout à l'heure. On vous les remontre très rapidement. Grand Prix de France au Castellet, Grand Prix de Monaco, Grand Prix de Belgique à Spa et Grand Prix de Mexique. Ça fait quand même du très très lourd et du très très beau. Brice, Hamza, à vous la main maintenant. Toute la francophonie en fait. Oui, c'est vrai. Ouais, on va disparaître. C'est pas faux. Ouais, le Mexique, c'est vrai que. Pas pour Hamza, oui. Ah oui, la francophonie. Bah, en fait, c'est ces pays. C'est Monaco, Mexique. Non, mais déjà, je suis assez inquiet parce que Domenicali dit qu'il faut trouver un équilibre entre circuit historique et nouveau circuit. Moi, je trouve déjà aujourd'hui que la balance est déséquilibrée. Ah, clairement. Ce n'est que mon avis. Et déjà, qu'est-ce qu'un circuit historique? Est-ce que Bahreïn, qui est là depuis 10-15 ans, on considère Bahreïn comme historique? C'est une première question. Est-ce que les États-Unis, on considère cela comme historique? Moi, quand je vois Miami et que je vois pas Hockenheim, la balance déjà elle est déséquilibrée. Je considère le pays d'accueil comme historique, pas forcément le circuit. Le Ricard, par exemple, est historique par rapport à 80, tout ça, enfin à ces époques-là. Il n'est pas forcément historique par rapport à depuis 2018. Il y a eu 3 éditions. C'est pas suffisant pour dire que c'est historique. Par contre, la France est une terre de sport automobile. Et du coup, le Grand Prix de France est historique. Donc à la rigueur, les États-Unis, Miami, ça l'est pas. Mais Indianapolis, c'est historique. Le sport automobile aux États-Unis, c'est historique. Donc, à mon sens, c'est la notion. Sport automobile, mais est-ce que la F1 est historique? D'évolution. En F1, je ne ferais pas de Indianapolis un historique, par exemple. Après, oui, mais est-ce que la catégorie Rennes ne doit pas représenter complètement le sport automobile, sport auto plutôt que le... Oui, voilà. Et alors, du coup, sachant que tu as du coup Austin, tu as Miami, et là on va aller à Las Vegas, si j'ai bien compris. Oui, mais en même temps, c'est simple, c'est une logique de business. Concrètement, tu vas dans les endroits qui rapportent le plus en termes de billetterie, en termes de merchandising et en termes d'audience. Si tu fais 3 Grands Prix aux États-Unis, tu développes ton audience aux États-Unis, les publicités qu'il y a par rapport aux broadcasters aux États-Unis rapportent beaucoup plus que ce qu'il y a en Europe ou dans des pays à moins fort pouvoir d'achat, par exemple. Donc c'est normal qu'on se développe aux États-Unis. Par contre, il y a un paradoxe quand même dans la manière de développer ça, c'est qu'on veut 30 Grands Prix, mais on demande à tous les Grands Prix d'avoir des bilans carbone de plus en plus faibles. Là, par exemple, on veut développer l'argent. Il y a 4 Grands Prix qui sont menacés. Sur les 4, il y a le Mexique. Il y a un pilote mexicain qui fait énormément de merchandising dans son pays. Grand Prix de Monaco, le plus historique puisqu'il intègre la triple couronne, donc un des trucs les plus célèbres du sport automobile. Et il y a un pilote monégasque qui va peut-être jouer le titre. Grand Prix de France, on a vu l'engouement qu'il y avait en France et il y a quand même 2 pilotes français, 3 pilotes francophones sur la grille. Pour l'instant. Et une écurie. Pour l'instant. Et une écurie, oui, pardon. Et Grand Prix Belgique, juste la terre de naissance du dernier champion du monde. Ces 4 Grands Prix-là ont un potentiel marketing et merchandising de fou pour la FOM. La différence, c'est que Domenicali ne voit pour le moment, je pense, les choses que sur le prisme de l'effet d'annonce et de la mise sous pression des promoteurs pour amener encore plus d'argent, pour que les promoteurs se mangent entre eux et viennent se mordre pour dire je rajoute 5 millions là, je rajoute 5 millions là, et que le ticket d'entrée, par effet de marché et d'offre de demande, augmente tout seul. À mon avis, c'est juste ce qu'ils cherchent. Mais par principe, si tu joues la concurrence entre... Parce que géographiquement, on va pas se mentir que forcément, tu as beaucoup de circuits européens, mais je parlais tout à l'heure des potentiels 3 Grands Prix aux États-Unis. Au niveau géographique, forcément, les États-Unis, c'est quasiment l'Europe. Donc, c'est un continent, tout ça. Après, quand tu joues géographiquement sur la France, sur Monaco, sur Monza, sur la Belgique, par exemple, si tu prends ces 4-là, 4 Grands Prix ou historiques, culture F1, appelle ça comme tu veux. Moi, quand tu es prêt à sacrifier l'un de ces 4 pour faire entrer Las Vegas, c'est que pour moi, il n'y a pas une volonté de trouver un équilibre entre l'aspect historique et les nouveaux marchés. Ça, c'est l'annonce, ça.
C'est juste l'annonce pour faire comprendre que vous inquiétez pas, on va pas toucher à tout. Par contre, on va toucher à ce qui nous rapporte le moins. Mais justement, alors, En fait, tu fais une rotation entre les historiques, mais tu fais pas une rotation entre ceux qui te rapportent. Ah non. c'est ça. Et du coup, la question inhérente et qu'on a envie de te poser, Pierre, c'est est-ce qu'au final, c'est pas qu'une question de cash? C'est-à-dire que, je vais faire une. D'ailleurs, je vais reprendre un de tes très très bons arguments, tu sais, sur le nouveau public et public d'aficionados. Tu dis souvent, Hamza, dans cette émission, et à raison, je pense, tu dis attention à ne pas tout faire en fonction du nouveau public, car ce public peut aussi être volatile. Et une fois que tu auras perdu ta base, si ce public est volatile, qu'est-ce que tu feras? Et de la même manière, la question, elle peut se poser aussi pour les circuits. À partir du moment où tu te coupes avec ton ADN et ton histoire, ok, tu vas aller à Austin, ok, tu vas aller à Las Vegas, tu vas aller aussi également à Miami. Ça se trouve, dans 5 ans, je sais pas, je te dis une bêtise, la Formule 1 n'aura plus la hype qu'elle a actuellement aux États-Unis. Et tu feras comment? Tu rappelleras Hockenheim, tu rappelleras le Castellet, tu rappelleras. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est pas, en définitive, il y a beaucoup de beaux discours, mais est-ce que c'est pas qu'une question de cash? Mais j'ai l'impression qu'il y a une volonté quand même de sécuriser, parce que l'Arabie Saoudite et Bahreïn ont signé des longs contrats. Je crois que Bahreïn, c'est jusqu'en 2036, il me semble. L'Arabie Saoudite, ils ont Pierre signé Hindero, il a 10 ou 15 Je ans. sais pas si on peut en parler, mais. Mais Je moi, je dis pas que c'est je toi qui pars- l'as dit. Je crois que c'est un peu tard. Non, mais il y a vraiment une volonté, en tout cas, de sécuriser en tout cas l'aspect financier. Est-ce qu'après, c'est la meilleure des options? Honnêtement, je suis. Encore une fois, enfin, je vois en fait le sport, mon sport. Enfin, mon sport, quand je dis mon, c'est un mon impersonnel, sûr. avec le monde de la F1 en train de s'échapper. Tu vois tous les sports c'est la faire ça. poudre Hein. qui en- Oui, j'ai le droit d'être attristé. Oui, tu peux pleurer. Ou est-ce que tu as le monopole de la tristesse? Non, je te laisse ce droit. Pierre, comment t'expliques que- Lolo, je te laisse Non, partager. mais on avait une discussion tout à La l'heure. patate chaude. Non, mais on avait une discussion tout à l'heure. On se disait pourquoi ces pays, justement, si tu veux, qui sont soutenus par des États qui mettent énormément d'argent. C'est peut-être ça aussi qui fait la différence entre l'Arabie Saoudite et la Belgique, par exemple. C'est qu'il y a un État derrière l'Arabie Saoudite, il y a Aramco, il y a plein de choses qui mettent énormément d'argent, ce qui convainc bien sûr la Formule 1 de signer avec eux. Moi, je ne sais pas, quand je vois que Qatar, que Bahreïn, que Arabie Saoudite a signé des deals sur 5-10 ans, je me dis que la F1, et tu l'as très bien rappelé tout à l'heure, est cotée en bourse et que peut-être que tu sécurises Donc, une certaine valorisation du produit donc, et peut-être Donc, en vue d'une vas-y, pas continue. revente, mais tu vois, tu valorises ton produit pour peut-être le rendre un peu plus bankable. Donc, c'est un aspect financier. Financier, Donc, c'est là où je ne crois pas à ton discours, même si on vous promet que le développement durable, c'est bien beau, mais si demain, il y a un pays X qui met du cash, développement durable ou pas développement durable, moi, je pense, Non. à tort ou à raison, je n'en sais C'est rien. un cahier des charges. C'était pas le seul argument. Non, non. on serait Non, plus mais bas, je du dis développement durable. volontairement, mais c'est pour ça pourquoi moi j'ai du mal à croire que Dominique Kelly, pour moi c'est un menteur, je le crois pas. Quand il te dit j'ai envie de garder des circuits historiques, si demain le Vietnam revient avec une offre de 40 ou 50 millions, pour moi on ira plus au Grand Prix de C'est France. parce qu'il y aura plus de infusible. Grand Prix de France. C'est infusible, Domenicali. Il est là parce qu'il incarne une F1 entre guillemets historique avec Ferrari et il est dans une position où il donne les décisions qui ont été prises par Liberty Media, par la FOM et sous sa légitimité de personnage historique de la Exactement. F1. C'est ce que moi personnellement j'aurais tendance, ce ne sont que mes C'est de propos, l'enfumage. en fait. j'appelle ça un vendu. Bah, Personnellement pour moi c'est un vendu. c'est Ça veut dire c'est que quelqu'un qui moi, est quand il est légitimé. arrivé, exactement, quand il est arrivé, il représentait l'ADN Formule 1, ancien Ferrari. Du coup, il y avait une culture Oui. sport automobile, une culture Formule 1. Aujourd'hui, c'est le traître. Ouais, mais C'est une tête Ouais, de gondole qui fait Est-ce plus, que, plus Hamza, jolie. tu peux pas Alors. te dire aussi une chose et Pierre, tu viens confirmer surtout si on dit une bêtise ou infirmer si on dit une bêtise. Moi, j'ai l'impression que Dominique Ali, il applique ce que Liberty Bah oui. Media veut mettre en place, mais ce que les écuries aussi veulent. Alors, ouais. C'est-à-dire Je veux dire, plus de revenus aussi. J'allais le dire, effectivement, c'est tout l'écosystème des parties prenantes en finale de la Formule 1. Et on l'a vu en Arabie Saoudite, où j'ai été, je vous le disais en début d'émission, un peu surprenant qu'il n'y ait pas eu une élévation des voix supplémentaires. Bon, tu dis que c'est uniquement financier, mais je ne suis pas certain que ça soit uniquement financier, en tout cas, ces prochaines décisions. On a rappelé l'histoire, on a rappelé le patrimoine du sport automobile. Aujourd'hui, l'audience reste en Europe. Alors oui, développer des nouveaux marchés, oui, développer Las Vegas, l'Afrique du Sud, la Chine. Oui, c'est important. Oui, ça va créer du sponsorship. Oui, ça va créer des nouveaux TV broadcasters et des nouveaux diffuseurs qui vont venir enrichir le Grand Prix, enfin enrichir l'écosystème de la F1. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que depuis 2017, le travail entrepris par Liberty Media,
Bah, en fait, il a quand même fait monter en puissance le produit Formule 1. Il a fait monter en puissance le produit Formule 1, pas C'est uniquement auprès de ces nouveaux pays, mais aussi bien en France, en Belgique, en Italie. Donc, bien sûr, avoir certaines conditions et peut-être avoir une augmentation du prix de plateau, sans doute, parce que aujourd'hui, le produit Formule 1, il est plus qu'il était. Et c'est pas uniquement du financier. Le produit Formule 1, il a évolué. Il te donne, t'as aujourd'hui de la visibilité, t'as des retombées médiatiques qui sont beaucoup plus importantes. Donc, faut pas non plus aussi. Il faut prendre la full pictures, comme disent les Anglais. Il faut imaginer un petit peu ce qui est devenu tout ça et qu'effectivement. Il faut peut-être s'améliorer nous aussi, il faut monter le niveau et les Grands Prix européens ne doivent pas s'asseoir sur leur laurier uniquement parce que chez Monza. En dessous de la Sainte-Baume, tu n'auras pas du pétrole qui va permettre d'investir dans le truc. Enfin, je veux dire, le Castellet, je pense que la ressource naturelle, c'est du sable. Mais on ne sera jamais à ce niveau de négociation parce qu'on assure la crédibilité du Grand Prix Formule 1. Tu me dis que ça a augmenté le produit Formule 1, mais ça l'a aussi vachement discrédité quand même. De tous les camouflets qu'il y a pu y avoir, toutes les choses qui ont pu être dites ou faites par rapport à Liberty Media. On pense à la personnification de Michael Masi l'année dernière. On pense à ces Grands Prix qui ne sont pas historiques et qui signent des deals de 15 ans, alors que pour le coup, les Grands Prix historiques, chaque année, renégocient. Monza, ça fait 10 ans. À chaque fois, j'ai l'impression, chaque année, ça prolonge. Monza, c'est le temple, on appelle ça le temple de la vitesse. C'est le circuit historique par excellence avec Silverstone et Monaco. C'est les trois quand même qui représentent ce qu'est le sport automobile, la note vitesse de Monza. Pourquoi la note vitesse de Monza par un Italien qui est Stefano Domenicali au service de Liberty Media qui veut promouvoir un produit Formule 1 comme tu dis? Pourquoi on remet en cause ce mythe qu'est Monza chaque année? Je te rejoins totalement. Moi, je ne comprends pas. Moi aussi, si je dois prendre une décision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et peut-être que ça rejoint la théorie d'Emmanuel sur les objectifs financiers qu'a Liberty Media, mais moi aujourd'hui, je peux pas imaginer un championnat du monde, même s'il faudrait pas faire payer ces grands prix-là, et peut-être qu'il faudrait pas les faire payer sportivement. On paye pour eux. Voilà. Non, mais comme les écuries ont un statut d'historique, certains circuits ou certains grands prix. C'est eux qui ont créé le Grand Prix, le produit Formule 1, c'est eux qui l'ont développé, toute l'histoire. Mais Ferrari, c'est Imola, hein. C'est pas Monza. Non, mais je parlais même pas du circuit, mais Ferrari a son aspect historique par rapport au droit de veto. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas la même chose? Exactement, un droit de présence avec un billet d'entrée. C'est le cas visiblement parce que Monaco paye moins. Oui, c'est vrai, mais après c'est compliqué, c'est vrai de donner 10 grands C'est un statut particulier pour Monaco parce qu'il y a une partie aussi gestion des droits médias et des droits TV qui est différente. Donc le business model de Monaco, il est particulier. Mais alors, la question c'est vraiment, est-ce que la FOM et Liberty Media aujourd'hui, au nom de la croissance du produit Formule 1 et au nom justement de la volonté de faire des profits, parce que concrètement, les écuries vont commencer à faire des profits maintenant, ça va arriver. Donc, mine de rien, le modèle économique, ils ont peut-être raison de le faire. Vertueux. Mais est-ce qu'à ce nom-là, on compte, selon toi, dire l'histoire est dans le sens d'aller dans ces pays-là et est dans le sens de quitter petit à petit l'Europe et de garder peut-être que Silverstone et Monza dans 10 ans. Il n'y a pas de Grand Prix d'Allemagne. Et ça nous paraît presque normal aujourd'hui. C'est rentré dans les têtes de tout le monde. Ouais. Mais quand il n'y aura plus le Grand Prix d'Italie, plus le Grand Prix d'Espagne, pourquoi pas, cela dit. Non, alors, plus le Grand Prix d'Angleterre. J'ai une question pour Pierre, ça d'ailleurs. Excuse-moi, désolé, je te coupe sous pied, mais comment t'expliques, Pierre, que par exemple, là, on soit en train d'en mettre en cause le Grand Prix de Belgique, de France, de Monaco, qui est dans le ballottage des 4 circuits qu'on vous a montrés, Mexique, alors qu'à côté, t'as Imola qui revient, on trouve pas énormément d'intérêt, nous, ici, au Grand Prix d'Imola. T'as Barcelone qui a signé pas un intérêt incroyable à Barcelone. Comment t'expliques la disparité entre ces Grands Prix européens? Que certains soient menacés alors qu'ils aient un intérêt historique et même de spectacle, et que d'autres ne le soient pas alors que... Imola revient de nulle part. Et Catalunya, où ils ont les thunes plus que les autres. Imola, je crois qu'il y a le patron de la Formule 1 qui est né à Imola, je crois. Certains Stefano... Non, mais tu me demandes de trouver des explications. Si demain, avec Léna Courbevoie, peut-être qu'on aura un Grand Prix à Courbevoie. Grand Prix de la Défense, dimanche, à 14h. Non, mais... Et puis, je reviens encore sur l'aspect... tu disais tout à l'heure, l'audience, elle est en Europe. Mais si l'audience est en Europe, mais que tu quittes la terre européenne progressivement au niveau des circuits, comment tu fidélises un public européen qui, si l'audience est en Europe, sur le Grand Prix national, ça reste quand même une minorité, évidemment, mais va essayer de se déplacer, de se rendre sur le circuit, la construction de souvenirs, la fidélisation, du coup...
comment tu fais pour fidéliser un public qui va voir petit à petit disparaître? Et tu le fais pas. Tu peux pas les fidéliser. C'est justement, je rejoins ton argument, c'est-à-dire et je partage ton opinion. C'est-à-dire qu'on a passé 4 ans à développer une nouvelle audience qui est certes une audience qui est aux États-Unis, mais une audience qui est quand même grandement européenne, avec des grands prix, d'avoir la chance en Europe d'avoir je sais plus quelle étude, mais à moins de quelques heures d'avion ou de train, un grand prix où tu peux aller. Oui, on est en période de fidélisation et si on imagine une perte des grands prix historiques, on peut. Alors les revenus des écuries, revenus de la Formule 1, c'est très bien, mais on prend, je trouve, des risques assez importants. Et je le disais tout à l'heure, pour moi, la crédibilité du produit Formula One sur du moyen et long terme, elle passe en gardant ces grands prix européens. Et que je pense qu'il ne faut pas qu'aujourd'hui prendre trop de raccourcis en se disant, en étant trop stratégie de contenu, orienté sur une stratégie de contenu, orienté sur une stratégie de nouveaux marchés, orienté sur une stratégie d'audience, pour aller développer trop de revenus trop rapidement, parce qu'on risque de s'y perdre et de s'en mordre les doigts dans quelques années. Et la problématique aussi dans ça, et ça je pense que tout l'écosystème est au courant, c'est que si demain tu devais avoir sur ces 5 prochaines années 3 ou 4 grands prix européens qui devraient disparaître, et j'espère que ça ne sera vraiment pas le cas, ils reviendront jamais au calendrier. Pourquoi ? Parce qu'en termes de business model, pour relancer les projets, c'est très très compliqué. Regardez, on l'a vu en France, absent pendant 10 ans. Et en fait, le projet a été initié, alors ça, peu de gens le savent, ça a été initié en 2011 pour que ça puisse revenir jusqu'en 2018. Donc aujourd'hui, dans l'écosystème dans lequel on vit, je ne suis pas sûr que malheureusement, ils reviennent et on s'en mordra. S'ils devaient disparaître, on s'en mordra les doigts. On a beaucoup parlé de l'Europe, les gars. Évoquons quand même ces nouveaux pays, ces pays en tout cas qui draguent la Formule 1 et qui d'ailleurs arrivent souvent à leur fin, en prenant l'exemple notamment de l'Arabie Saoudite, de Jeddah et de ce qui s'est passé ce week-end. Est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de petite piqûre de rappel, puisque vendredi on rappelle cette attaque outil contre un centre pétrolier Aramco, une explosion qui a eu lieu quand même à 11 km du circuit. Aramco, vous l'avez déjà rappelé dans l'émission du débrief, c'est le sponsor numéro 1 de la F1 depuis l'an dernier. Si on peut juste me remettre les tableaux, les gars. Merci beaucoup. Et voilà, Jeddah, les droits de plateau parmi les plus élevés, c'est ce que tu nous disais, Pierre. Les pilotes voulaient tous boycotter ce Grand Prix. C'est l'information que nous a livré Canal+ dimanche matin. Ils voulaient tous boycotter, mais ils étaient tous dans les voitures au final. Et cette question, pourquoi a-t-on couru des pilotes ramenés à la raison par les teams ? Alors, ramenés à la raison, je le mets entre guillemets, parce que vraisemblablement, il y a eu d'énormes pressions qui ont été mises aussi également sur les pilotes. La F1 prise en otage par les stratégies aussi de soft power, c'est une des questions que j'ai envie de vous poser, parce que moi, j'aurais été Lewis Hamilton, j'aurais été Fernando Alonso, j'aurais pas forcément aimé que mon image soit associée, on va dire, à certaines stratégies de soft power de certains pays, mais ça ne regarde que moi. Et quelque part, est-ce que cet exemple ne montre pas que le camouflet est inévitable pour la Formule 1, à travailler peut-être avec certains pays, à travailler dans certaines régions où, je suis désolé, le côté géopolitique est parfois la situation géopolitique est parfois très très sensible. Votre avis là-dessus? Et c'est vrai qu'on vous a pas beaucoup entendu, on vous a entendu dans le débrief sur les événements extra-sportifs de ce week-end, mais qu'est-ce que ça vous a rappelé et qu'est-ce que ça ainsi, enfin voilà, qu'est-ce que ça vous a Ce qui est cocasse, c'est que ça arrive quelques jours ou quelques semaines après la disparition du Grand Prix de Russie. Ouais, plus ouais. C'est une piqûre de rappel à ça. On le disait lors de l'émission, c'était il y a 3-4 semaines, c'est arrivé plus vite que prévu. Et on se demandait quand même à ce moment-là si le cas de figure n'était pas similaire. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'il suffit d'y aller pour se rendre compte que oui. C'est ça, maintenant on a un tableau, un pays qui envahit, qui bombarde, qui attaque un autre pays, c'est non, mais toi tu te rends dans un pays où tu subis une attaque à une dizaine de kilomètres du circuit, c'est oui. Donc voilà, on est en train de faire notre petit tableau, notre grille, et on est en train de comprendre la stratégie, du coup, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable pour l'organisation d'un Grand Prix de Formule 1. La grille est très simple, ça dépend du contrat. C'est simple. Après, au-delà de ça, excusez-moi. Uniquement de ça, il y a peut-être des intérêts supérieurs aussi. Après, je sais pas, de diplomatie. Liberty Media est américain, par exemple. Tu vois, ça peut expliquer. Oui, ça peut expliquer. Et puis Aramco, et puis le contrat d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années, évidemment que ça entre en ligne de compte. Si la même chose arrive en France, en Italie ou en Belgique, peut-être que l'aspect financier étant moindre, peut-être,
sais rien, c'est une supposition, bah, peut-être qu'on ne courrait pas dans cette situation. Moi, c'est cette image. Moi, c'est les pilotes. Encore une fois, je suis personne pour les juger, je suis personne pour... Mais si tous les pilotes ne veulent pas courir et qu'ils ne courent pas, il n'y a pas de Grand Prix. Si. Donc, Si. je t'écoute. Les écuries ont des pilotes de réserve. Donc, Et t'as c'est 20 pilotes. exactement ce que les teams principaux ont dit aux pilotes. D'accord. Si vous ne voulez pas courir, nous avons des pilotes qui vont D'accord. courir. T'imagines Enfin, t'as pas l'image Lewis en termes Hamilton, d'image. T'as pas Oh, Verstappen. je te rappelle t'as que pas le de Grand Prix de champion du Russie, monde. moi je le... Van Dorn, il est sympa, tu vois, mais. Non, mais C'est comme ça que je le range. Le Grand Prix de Russie, c'est une question d'image avant tout. On va pas se mentir. C'est pas parce que il y a des pauvres Ukrainiens civils qui sont attaqués. Non, c'est une question d'image parce que ça écorne l'image de la Formule 1. Moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est une histoire de politique Si aussi, en de termes diplomatie. Si en termes d'image, t'as 20 pilotes, les 20 pilotes de la Formule 1, du championnat du monde de Formule 1, dont le septuple champion du monde, recordman du nombre de pole position, et qui est du coup même nombre de titres que Michael Schumacher, le champion du monde actuel, les promesses, enfin bref, les 20 pilotes titulaires disent on ne court pas, et que tu ramènes des pilotes réserves, des pilotes de F2, déjà l'image que tu envoies au monde, c'est ok, les pilotes ont une conscience politique, ont juste une conscience sur les événements, sur le monde dans lequel on vit, parce que c'est bien beau des tweets, c'est bien beau des brassards, des ce que tu veux. Au moment de prendre les décisions, ils auraient pu être là. Ils seraient sortis comme, à mes yeux en tout cas, les vainqueurs en termes d'image. Et puis de l'autre côté, tu mets un tir en termes d'image à la Formule 1, aux écuries, aux patrons d'écurie, à tout le monde. C'est que Moi, le je pilote trouve devient un dommage. garde-fou, quoi. Le pilote devient un garde-fou face aux dérives. Parce que une réunion de 4 heures pour à la fin dire que tout le monde veut courir, Non, c'est pas moyen. mais ça, on est tout à fait d'accord. Mais après, on ne connaît pas la nature exacte des menaces qui Oui, qui bien ont sûr. été posées sur les pilotes. Et même en qui termes peuvent d'image. menacer leur famille. Hein. Mais simplement, il y a sans toute vraisemblance, des pilotes dont le contrat a été menacé. Quand on sait les sacrifices qu'il a fallu pour arriver en Formule 1 pour certains, Je dis pas que c'est évident. tu vois, enfin, veut dire, il y a ça qui rentre en compte. Et peut-être que la pression était beaucoup plus grande là qu'à certains autres moments où les pilotes ont eu plus de poids. Et je l'entends, c'est plus compliqué. J'aurais aimé pour... qu'ils s'expriment au moins. C'est plus que compliqué ça. pour Latifi, c'est plus compliqué pour Schumacher plutôt que pour Lewis Hamilton. Va rompre le contrat de Lewis Hamilton, de Charles Leclerc, Nick de De Verstappen, Vries de était Fernando présent. Alonso. Pardon. Nick De Vries était présent, mon pote. Waouh. Je sais pas. le Moi, très Mercedes. sincèrement, je m'attendais vraiment à une réaction. Encore une fois, je le disais il y a un mois, quand on parlait du Grand Prix de Russie, la Formule 1 a pris un virage. Ils ne sont pas allés au bout de ce virage et les pilotes, encore une fois, c'est facile d'être sur un plateau dans ma position et de donner. C'est pas ma volonté, mais de l'extérieur, on peut percevoir un donneur de leçons. Mais encore une fois, les pilotes avaient l'opportunité de faire quelque chose et personnellement, j'ai été déçu. Pierre, justement, quand tu vois cette situation, quand tu prends l'avis de Hamza, justement, est-ce que toi, qui travailles à la promotion d'un Grand Prix au calendrier du championnat du monde de Formule 1, quand tu vois certaines dérives aujourd'hui de Liberty Media, est-ce que tu te dis pas, mince, même les pilotes sont même pas avec nous, ou en tout cas ne peuvent pas représenter un contre-pouvoir, un garde-fou comme c'était le cas dans les années 70 ou 80, et que les décisions qui étaient prises en haut n'étaient pas forcément les bonnes à leurs yeux et qu'ils l'exprimaient et qu'ils s'engageaient? Alors ouais, j'ai été effectivement un peu surpris de cette non-prise de position en Arabie Saoudite. Et j'étais même surpris de la non-prise de position même après avoir décidé de rouler. Je vais faire l'avocat du diable. Je pense que Hamza va me taper, mais Non, jamais. sur les mains. Jamais, t'inquiète. On n'aime pas la violence. Mais J'ai hâte de voir ça. Stefano disait Demonicali disait un point important. Il disait mais si en étant dans ces pays-là, on peut aussi donner de la visibilité à des problématiques qui d'une part ne sont pas vues par le reste du monde et deuxièmement peut-être aider à changer les mentalités. Pierre. Non, mais attends, laisse-moi finir mon argumentation. Non, mais Vas-y. et c'est pour ça d'ailleurs que je te dis que j'ai été déçu des non-prises de position par le fait d'avoir décidé de courir. C'est que je pense qu'ils auraient dû, en tout cas les pilotes, avoir beaucoup plus de choses à dire dans cet esprit-là, comme à Bahreïn d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des problématiques à Bahreïn Bien sûr. et dans d'autres pays. Ils sont engagés effectivement sur le no-war. Je trouve ça effectivement très surprenant et c'est pas forcément des valeurs avec lesquelles j'adhère à titre personnel. Et je pense qu'il y a certaines parties prenantes de la Formule 1 qui restent très surprises par ce week-end-là. Peut-être se disent bon, très bien, le produit a évolué, mais bon, ce genre de prise de décision,
nous fait prendre quand même un peu de recul. Il peut y avoir une piqûre de rappel avec ce qui s'est passé ce week-end. Est-ce que dans les instances, on peut se dire, oula, attention quand même, parce que faudrait pas qu'un week-end comme ça se reproduise ou revienne, enfin qu'un problème comme ça, regarde, avec cette image qui a fait le tour du monde, est-ce que ça peut faire réfléchir, on va dire, les multimédias d'une manière différente? Ouais, je pense que ça peut les Parce que c'est faire. pas bon pour le business, on est d'accord. Je pense que ça peut les faire clairement réfléchir d'une manière différente. Et puis on parlait des grands prix historiques tout à l'heure. Clairement, c'est le genre de situation et de problématiques qui n'existent pas dans les grands prix historiques. Et ces grands prix historiques ils véhiculent des valeurs qui sont clairement en ligne avec l'esprit sportif international, avec les intérêts, peut-être, tu parlais de géopolitique et les intérêts de Liberty Media. Donc peut-être qu'ils se disent, bon, on va peut-être un petit peu trop loin. Peut-être revenons à l'essentiel, et j'espère qu'ils auront cette réflexion-là. Revenons et gardons, en fait, aujourd'hui, on a un produit qui fonctionne bien. On a un juste milieu pour le moment avec d'autres pays, quitte à remplacer certains pays qui aujourd'hui correspondent pas avec les arguments dont je vous ai parlé tout à l'heure et que eux-mêmes m'ont signalé lorsqu'on était à Bahreïn. Donc voilà, je pense que parfois ils vont peut-être, j'espère, prendre du recul en tout cas. Peut-être qu'à terme, on aura du coup une nouvelle condition sine qua non dans les nouveaux contrats, en plus du développement durable. Barrière antimissile. Peut-être. Non, mais mine de rien, ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, la F1 n'y peut rien à partir du moment où elle a signé le contrat. Elle sait où elle met les pieds. Quand elle signe le contrat pour Jeddah l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, il y a 2 ans. Donc elle est consciente de ça. Par contre, c'est la gestion des faits. Gérer ça comme ça, imposer aux teams principaux, imposer aux pilotes, ça s'est vu. Et on a vu que... Moi, je trouve que la F1 s'est discréditée en faisant ça. Elle aurait pu, entre guillemets, tirer parti de la situation pour dire qu'elle n'était pas d'accord avec certaines choses, qu'elle courrait par contrat, mais que concrètement, ça serait remis en cause parce que ces événements sont inacceptables. On a quand même vu un Domenicali sortir et dire « tout va bien ». Non, tout va pas bien. Quand tu as une attaque terroriste qui arrive... Enfin terroriste, si on peut utiliser ce mot-là, parce que moi je suis pas assez au fait de la situation. Délicat, ouais. Donc c'est une attaque, on va dire, sur un centre pétrolier. Quand tu as une attaque comme ça, je suis pas sûr que la F1 ait sa place à cet endroit-là et que n'importe quel sport ait sa place à cet endroit-là. Ou en tout cas un sport qui se veut universaliste. Ouais, juste pour ajouter un dernier point, effectivement, sur n'importe quel pays et n'importe quel conflit, effectivement, ça nous concerne pas et que l'entité sport, elle est ailleurs et elle est faite pour véhiculer d'autres choses et des valeurs positives. Mais là, juste sur une notion de sécurité des teams, sur une notion de sécurité du staff, sur une notion de sécurité de soi-même, je pense que c'était quand même très compliqué. Je pense qu'il aurait fallu avoir un peu moins être focus sur vraiment ces enjeux-là et focus sur ces valeurs-là que sur d'autres aspects. Je te dis une bêtise, il y a un missile, je crois que Brice t'a posé la question tout à l'heure en antenne, s'il y a un missile qui passe à 11 km du Castellet à la fin du mois de juillet, le Grand Prix a lieu? On sait que c'est l'État dans ces cas-là qui prend la décision, c'est les préfets, c'est les préfectures, c'est ministère de l'Intérieur. Tu penses que alors voilà, en France, on aurait autorisé ça? Je pense que tu parles, c'est un très bon point. C'est-à-dire que là l'État est promoteur en Arabie Saoudite, là je pense qu'effectivement en France ce type de situation me paraîtrait complètement différente et impossible. Et je pense que en fait si ça devait arriver, ce qui est impossible. On n'est pas dans le soft power. On touche du bois, les amis. On n'est pas dans ces politiques où on lave l'image du pays par le sport. Peut-être qu'on devrait, je sais pas. Là, c'est contre-productif parce qu'ils ont voulu faire du sport washing. Ouais. Où on imagine du sport washing, du sport dirting, mais qui fonctionne pas du tout. Ah bah oui, puisqu'aujourd'hui tout le monde parle de l'Arabie Saoudite en mal vis-à-vis de ce qui s'est passé. Donc quelque part, effectivement, ce que dit Domenicali, c'est un argument un peu pour moi qui est fallacieux, mais qui permet effectivement de mettre en exergue certains problèmes qu'il y a en Arabie Saoudite. En France, qui parlait du conflit avec les Houthis Hamza Rahmani dans une excellente émission. On en parlait parce qu'il y a eu le conflit en Ukraine. Donc mine de rien, cette stratégie de soft power, elle est à double tranchant, elle peut se retourner contre le pays hôte s'il n'arrive pas à gérer ces choses-là. Et je pense que, à mon avis, les rebelles Houthis savaient très bien ce qu'ils faisaient au moment où ils ont envoyé ça dans un centre Aramco, sponsor titre de la F1. Ça a été vu par tout le monde. Du Grand Prix. Et le monde entier, contrairement à avant, s'est mis à parler de ce conflit. Il a fallu de la Formule 1 pour parler d'un conflit qui fait quand même des victimes humaines. Les amis, le temps file, le mot de la fin très rapidement.
J'ai hâte parce que je pense qu'on aura quand même des informations. Je pense que les pilotes vont parler à leurs médias nationaux en off. Je pense qu'on aura des informations dans les prochaines semaines sur ce qui s'est dit dans cette réunion. En tout cas, j'ai hâte d'apprendre le coup de pression qu'ont subi du coup les pilotes. Quelle est la nature des propos et de cette pression? T'as raison de le préciser parce que c'est vrai qu'on peut s'en prendre à eux à chaud, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore tous les éléments Oui, bien et ils sûr, devraient bien arriver dans les jours qui viennent. La dernière question de ce débat sera pour toi, Pierre, là encore une fois de manière assez rapide. Le grand remplacement, tu sais ce mot très à la mode et parfois un petit peu nauséabond, on va l'appliquer nous uniquement à la Formule 1. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est un coup de pression en vue des futures négociations? Est-ce que le grand remplacement, c'est un danger, enfin pas un danger, mais en tout cas un risque pour la Formule 1 et pour l'Europe surtout, dans les années qui viennent? Ouais, je pense que c'est vraiment un risque potentiel. Au vu de la stratégie de Liberty Media et aujourd'hui la stratégie de Formula One, je peux te confirmer que c'est un risque potentiel et que ça peut arriver. Après, on l'a vu, on parlait de 30 Grands Prix, c'est un fait qu'on n'a pas forcément abordé, mais il y a aussi cette idée d'alternance qui revient beaucoup chez Formula One, qui commence à rentrer un petit peu dans les éléments de langage de Stefano Domenicali. Donc disparaître totalement, non. L'intégralité, non. Mais un risque pour certains Grands Prix et la suppression de certains Grands Prix européens dans le futur, je ne serais pas surpris et étonné. Bien sûr. Il y a quelqu'un sur cette photo qu'on aime beaucoup, il est à droite de l'écran. Et il y en a deux autres qu'on commence un petit peu à prendre pour des tu l'aimes bien, lui? fossoyeurs. Non, Ah, je parlais de Jean l'autre, hein. Todt, Ah, ok, pardon, À c'est droite de l'écran. On a failli s'embrouiller là pour le coup. Là, j'ai tapé sur les doigts. Donc voilà, là j'imagine. Les deux autres, c'est vrai, commencent à prendre des costumes de fossoyeurs. Voilà les amis pour ce débat. N'oubliez pas de commenter, de mettre voilà votre petit avis sur tout ça. Et on en parlera tous ensemble. Tout de suite le décryptage, on perd pas de temps. Le décryptage est la deuxième partie de l'interview avec Julien Simon-Chotan. Julien Simon-Chotan, c'est 15 ans de Formule 1. On vous en parlait la semaine dernière avec justement la première partie. 15 ans de Formule 1, passé par Toyota, passé par Lotus, passé aussi également par Renault, Alfa Romeo. Il a mis un petit peu entre parenthèses son aventure Formule 1 depuis que Kimi Räikkönen a pris sa retraite, aussi parce qu'il avait besoin de souffler. Il est désormais consultant en aérodynamique et son principal client est Canal+, comme il aime bien sûr à le répéter. Vous pourrez le retrouver tout au long de cette saison. Dans ce deuxième volet, Julien Simon-Chotan nous parle du métier d'ingénieur de course. Un document vraiment sympathique. Vous allez le voir, où on en apprend beaucoup sur les coulisses de la Formule 1. On va passer au thème 2 qui est celui du métier d'ingénieur de course, Julien. Parce qu'on vous voit souvent de dos devant un écran, mais au final, on n'a pas forcément les tenants et aboutissants de ce métier. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, résumer ton parcours et comment on en arrive en fait à devenir l'ingénieur de course de Kimi Räikkönen, de Romain Grosjean? Qu'est-ce qu'on fait comme étude et où on va pour en arriver là? Moi, j'ai fait pas mal de vidéos YouTube. Je ne sais pas si vous les avez vues récemment où j'ai expliqué un peu mon parcours, que je dis que je ne prétends pas que ce soit le parcours à faire, mais c'est mon parcours, donc c'est celui-là que je peux raconter. Donc, si l'objectif, c'est d'être ingénieur de piste en F1, il faut d'abord commencer par une école d'ingénierie, peu importe l'école, je dirais, ça a peu d'importance, tant que c'est une bonne base technique. Ce qui est important, c'est de faire beaucoup de stages pendant le cursus scolaire. Essayer de contacter des petites équipes pour être même mécanicien ou ingénieur data ou télémétriste, comme on appelle. Et après, moi, j'ai toujours commencé dans des petites structures. J'ai commencé en Formule Renault. Après, tu rencontres des gens. Après, tu arrives en Formule 3, en Formule 2. Et après, ton réseau augmente et tu commences à rencontrer des gens. Et oui, après, je suis arrivé en Formule 1 en 2007 via mon réseau de contacts. Et après, qu'est-ce que le métier d'ingénieur piste qu'on me demande souvent? Il est un peu différent en Formule 1 par rapport aux autres catégories. Les autres catégories, il faut vraiment toucher à tout un peu et savoir tout faire. Alors, quand F1, il y a tellement de monde, c'est plus un rôle, on va dire, j'aime bien dire que c'est un peu un rôle de chef d'orchestre. C'est-à-dire il faut avoir un background technique. Évidemment, il faut connaître tout sur beaucoup de sujets, mais l'objectif, ce n'est pas d'être spécialisé techniquement sur un thème. Il y a tellement d'ingénieurs, tu auras un ingénieur perfo, aéro, un ingénieur pneumatique, système. Eux, ils sont tous spécialisés. Le rôle de l'ingénieur piste, c'est de filtrer toutes ces informations pour justement donner au pilote l'information ou les informations qu'il a besoin pour aller plus vite. Donc, mon rôle, c'est de faire aller la voiture la plus vite
possible en filtrant toutes ces informations. Justement, il y a une chose intéressante que tu as dit sur Canal lors des essais de Bahreïn. La phrase que tu as dit à l'antenne, c'était à peu près ça. Un ingénieur de course fait plus de management que d'ingénierie pure. Justement, est-ce que le rôle tend à devenir justement plus du management pur? Et est-ce qu'on parle à Raikkonen comme on parle par exemple à Maldonado? Ah, pas du tout, non. Non, non, c'est un rôle, il faut être très flexible. Tous les pilotes sont humains. Tu prends un Romain de la situation, ou un Marcus ou un Kimi, ils sont tous différents. Donc, à chaque fois, il faut t'adapter. On fait plein de meetings au début d'année pour savoir. On a des checklists où on dit comment, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes bien. Tu vois. Donc, ça fait partie du développement des pilotes. Et non, tous les pilotes sont différents et ils ont tous besoin d'un management, on va dire, d'une personne en face qui s'adapte à leurs besoins. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne donnes pas les mêmes informations à un Kimi de la situation ou un jeune pilote qui débute. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, c'est vrai que c'est technique, il y a beaucoup de techniques, énormément de techniques, parce qu'il faut savoir parler au mécano, mais aussi il faut parler au chef mécano, au manager du pilote, au team boss. Donc, tu vois, tu as différents niveaux d'organisation et c'est ton boulot de savoir manager tout ça et de faire prendre un peu la mayonnaise, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on cache des choses parfois à des pilotes? Alors moi, oui, j'en connais qui en ont caché. Moi, j'ai jamais rien caché. J'ai toujours été extrêmement transparent et honnête et souvent peut-être trop. Ça m'a des fois joué des tours, mais moi, j'ai toujours été super transparent et super honnête et je disais un chat, c'est un chat et quand on avait un problème, j'expliquais pourquoi. Si c'était un problème de budget ou un problème personnel, j'ai toujours, surtout avec Kimi, c'est très important d'avoir gardé cet aspect direct et franc, quoi. Tu l'as dit, tu as 15 ans de F1 derrière toi, tu as connu plusieurs ères technologiques, avant 2009, après 2009, après 2014. On a vu en 2014 ces volants arriver avec beaucoup d'électronique, même un écran nécessaire pour pouvoir capter toutes ces informations. Est-ce que le rôle d'ingénieur de piste, il a changé avec l'arrivée de ces technologies? Et est-ce qu'on doit être beaucoup plus dans la vulgarisation pour le pilote par rapport à avant où on avait l'impression que c'était beaucoup plus pur dans le pilotage, dans la stratégie? Je suis pas sûr, parce que moi, je me rappelle quand j'étais chez Toyota, quand j'ai commencé, l'écran, on avait déjà un écran LCD avec plein d'infos en couleur et tout. Il était limite mieux que celui qu'on a maintenant. Après, je ne me rappelle plus si c'était 2010 ou je crois en 2010, ils ont décidé de revenir à cet écran tout simple pour toutes les équipes pour une raison de coût. Donc, on a fait toutes les équipes ont fait un gros step en arrière à cause de ça. Et on est revenu à l'écran digital. C'était 2014, non? Ouais, quelque chose comme ça, 14 ou 15. Ouais, tu as raison, 14 ou 15. Donc, on a eu cette période de 2010 à 2014 où on a fait un step en arrière. Et à l'époque, vous vous rappelez, il y avait l'histoire de l'interdiction des radios, ce genre de choses. On pouvait moins parler. Et là, ils ont dit, mais les gars, si on ne peut plus parler à la radio et on a moins de télémétrie et le pilote, il a un écran comme ça qui lui donne la vitesse et machin, ça ne va jamais fonctionner. Donc, ils ont réintroduit l'écran digital où les pilotes, il est complètement… On peut mettre ce qu'on veut, en gros, là-dessus. Mais il faut toujours se rappeler qu'il y a 15 ans, on avait déjà ça, quoi. Donc, ce n'est pas non plus une énorme avancée technologique. Tu prends un pilote comme Kimi, lui, avec les informations qu'il voulait avoir sur le volant, il arrivait à se débrouiller plus ou moins tout seul. Il avait une sensation, moi, plusieurs fois, en tant qu'anecdote, je sais que vous aimez bien les anecdotes, je parlais à mon ingénieur perfo, qui est mon ingénieur assistant, on va dire, en course, et je lui dis, ah, putain, il faut lui dire ça, il faut changer ce paramètre moteur, parce que là, ça ne va pas. Et 2 secondes après, Kimi le changeait de lui-même, parce qu'il avait vu sur son volant qu'il avait un paramètre qui était en train de baisser, et il savait quel switch. Donc, ça, c'est un exemple, mais il avait une vision, une connaissance et conscience de la course qui est absolument hors du commun. Après, des pilotes comme Kimi en course, il y en a un tous les 15 ans. Ce n'est pas courant non plus. La grande majorité, il faut leur dire que faire et à quel moment. On a l'impression que le pilote, dans sa manière d'être, dans sa manière de se mouvoir aussi au sein du F1 Circus, on a l'impression qu'il a changé un petit peu. Est-ce que ça a affecté aussi la relation, on va dire, ingé et pilote? Moi, ce qui a été clair, c'est l'augmentation du nombre on va dire, de médias et de marketing, de communication. Ce genre de choses existait déjà à l'époque, mais était beaucoup moindre. Et ça a pris une ampleur énorme, qui est normale d'un côté, hein, avec les réseaux sociaux, ce genre de choses.
Et ça a pris pas mal de temps à la préparation entre le pilote et l'ingénieur. Kimi, il était pas très friand de ce genre de choses. Mais voilà, quoi. Est-ce que toi, tu étais frileux, par exemple, de voir tes radios passer en direct, par exemple, à la télé ou je savais que les mecs, en étant... mais c'est pas un secret que j'ai eu pas mal de vidéos YouTube où Kimi me criait dessus, donc c'est pas une nouveauté. D'abord, je l'ai jamais pris personnellement, sinon je ne ferais pas ce boulot. Mais oui, évidemment, quand tu réponds, surtout en course, tu réfléchis à 2 fois. Puis souvent, j'ai des discussions sur le pit wall où tu as quelqu'un qui me dit il faut lui dire ça, il faut lui dire ça. Et je lui dis non, je lui dis pas ça parce que j'étais sûr de sa réaction. Donc, quand je vous disais avant, il faut filtrer ce genre de choses. Donc, ça fait partie de mon boulot, quoi. Mais oui, j'y réfléchissais à 2 fois avant de lui dire quelque chose. Qu'est-ce que Peter Bonington, par exemple, a de plus qu'un Julien Simon-Chotan? Pourquoi Peter Bonington, aujourd'hui, c'est l'ingénieur de Lewis Hamilton et que ça ne change pas depuis des années? Est-ce que c'est une question de travail, de talent ou pas, de personnalité, ou c'est juste un feeling que les teams veulent garder au sein de leur maison? Moi, je comprends pas, parce que déjà, je suis beaucoup plus beau que lui, donc je comprends pas pourquoi il soit là. Ça dépend. Bono, lui, tu sais, il est là depuis l'époque de Honda. Donc, il a fait, si je m'abuse, il est là depuis 2006-2007. Donc, il a eu le changement avec Brown, avec Mercedes. Donc, c'est un gars qui est là, qui a commencé il était perfo, data, et il a fait un G. C'est un gars qui a été dans l'équipe depuis 15 ans. Donc, après que Hamilton soit arrivé et qu'il ait travaillé avec lui, c'est presque un hasard, tu vois ce que je veux dire. Après, oui, il est sûrement très doué. Je remets pas du tout en cause ses capacités, sinon il ne travaillerait pas avec un gars comme Lewis. En tant qu'ingénieur piste, il est payé par l'équipe, donc c'est pour ça que ça crée souvent, surtout quand on a des caractères très forts comme Kimi, c'est très facile de prendre le côté du pilote et d'oublier qu'à la fin du compte, tu es payé par le type. Donc ça, comme tu imagines, ça peut créer de temps en temps des tensions très fortes. Mais oui, c'est arrivé plusieurs fois que des pilotes ont demandé à leurs ingénieurs de venir avec eux, mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'on a tous des contrats avec des périodes de préavis. Ça se dit, non? Période de préavis? Ouais, c'est ça. Assez longues, entre 6 mois, 12 mois, voire plus. Donc, c'est pas aussi simple que de dire ah ben tiens, viens avec moi la saison prochaine, tu vois ce que je veux dire. C'est davantage le pilote, on va dire, qui va choisir son ingénieur plutôt que l'inverse, l'ingénieur qui va choisir son pilote. Tout à fait, oui. Merci beaucoup à Julien Simon-Chotan de nous avoir accordé du temps. Pierre, tu le connais un petit peu, j'imagine. Un petit peu. Vous avez pu vous croiser. On s'est croisés sur les paddocks. Exactement. Dans le passé. Les Français qui font la Formule 1, les Français dans les coulisses de la F1. Pierre est avec nous aujourd'hui et Julien Simon-Chotan, bien évidemment, répondait à nos questions il y a quelques semaines. Allez, fin du décryptage. Ce que je vous propose, non, pas fin du décryptage d'ailleurs, Brice, parce qu'il faut qu'on parle très rapidement, très rapidement des cotes, parce que Winamax, il y a un Grand Prix qui arrive, c'est dans 15 jours, et vous le savez, Winamax est aussi également l'un de nos mécènes, l'un de nos sponsors. C'est pas Ramco, nous c'est Winamax, on a fait d'autres choix. Je te donne les cotes un petit peu rapidement. Max Verstappen est à 2,20, Leclerc 2,50, et derrière, j'ai du Sainz à 9, du Perez à 15, du Hamilton à 16. Sur quoi tu as envie de jouer pour ce Grand Prix d'Australie, où on rappelle que le tracé a aussi un petit peu changé. C'est peut-être pas la même typologie de voiture qui sera mise en avant dans le cadre de cette course. Écoute, je vais tenter un Carlos Sainz. Carlos Sainz à 9, explique-nous pourquoi. Parce que je trouve que les cotes des 2 leaders descendent un petit peu. Que Carlos Sainz commence à revenir au niveau de Charles Leclerc en termes de performance. Que sa progression est constante chez Ferrari et qu'il est à 2 doigts de sa première pole et à 2 doigts de sa première victoire, qu'avec ces 2 semaines de pause, peut-être que connaissant la manière dont il travaille, il va revenir très fort avec beaucoup d'heures en simulateur. Et il peut, à mon avis, aller surprendre tout le monde pour cette bataille qu'on attend, Leclerc-Verstappen. Moi, je me dis que Carlos Sainz, ça peut être celui qui va s'en sortir. En plus, je pense que la Ferrari, sur un tracé comme Melbourne, sera meilleure parce qu'il est un peu plus complet que Jeddah, où Ferrari a dû faire des choix drastiques en termes d'appui. Donc, à mon sens, Carlos Sainz, ça peut être un bon bet. Je tiens à dire que j'avais dit Max Verstappen. Oui.
C'est vrai. pour Jeddah. Et qu'il a fait gagner de l'argent à beaucoup de gens. Ouais, j'attends d'ailleurs des commissions. Messieurs, dames. Bien évidemment. Moi, je partirais peut-être sur du Max Verstappen, tout simplement parce qu'il y a un déficit de points. Je pense aussi que le nouveau tracé sera peut-être plus pour les Ferrari, tu l'as dit, avec beaucoup plus d'appui, beaucoup plus de vitesse aussi également dans les virages. Mais c'est vrai que la vitesse de pointe de cette Red Bull vraiment impressionne. Et peut-être que pour le bien du championnat du monde, ce serait pas mal que Verstappen il recherche quelques points et réduise un petit peu l'écart. N'oubliez pas, toutes les cotes sont disponibles sur le site winamax.fr. Et n'oubliez pas surtout que le pari, c'est comme toutes les bonnes choses de la vie, c'est avec modération. Une fois qu'on a dit ça, c'est l'heure de jouer tout de suite. Le quiz, je vous l'ai dit, les meilleures blagues sont les plus courtes, donc il est temps d'enterrer, malheureusement, ce croisons-les. On aurait pu faire des semaines entières de croisons-les, puisqu'on s'est pas mal marré la semaine dernière. Alors, je vous en ai mis quelques-uns en plus, et le principe reste le même. Alors, je leur explique pour toi, Pierre, mais je leur explique aussi pour Hamza et Brice, qui ont eu un petit peu du mal au démarrage la semaine dernière. Le concept, c'est une vidéo dans laquelle on va retrouver donc le visage d'une personnalité de la Formule 1, mêlé au visage de quelqu'un ici en plateau. Et le concept, c'est il faut me dire le prénom de la personnalité plateau, le prénom de la personnalité plateau avec le nom de famille de la personnalité Formule 1. Je regrette d'être venu, Pierre. On se fait par exemple un petit test. On se regarde le premier. Allez, juste pour le test. Oui, Pierre Norris. Hamza Ricardo. Hamza Norris. Hamza Norris. Hamza Norris. C'est ça qu'il fallait trouver. Voilà. Hamza Norris. Oh, il est moche, hein. Bravo. Il est. Ouah, moi je trouve qu'il a de la classe. Il un truc. a un petit style. Je trouve plus frais comme ça qu'en vrai. Que le vrai Norris, quoi. Mais bon, après, c'est histoire de goût. Vous avez compris le principe, on peut donc démarrer. C'est parti pour le croisons-les, ça va aller très très vite. Emmanuel Wolff. Voilà, Ouais. c'est ça, Encore exactement. Ben ouais, mais parce que j'aimais bien le truc avec les points. Donc j'avoue, c'est le seul, dur, hein. c'est le seul qui est récurrent, mais voilà. Pardon, Mohamed Ali. Ouais, c'est vrai. T'as vu, je travaille mon jab. Suivante. Ah, c'est Brice Pérez, ça, non? Oui, Brice Pérez, bravo Pierre. Brice Pérez, t'as vu, il y a un truc, hein, c'est intéressant. T'es là, toi. On voit en comment ça s'appelle, en briefing Ah, ça, pilote. c'est Pierre Prost. Ah, Pierre Prost. Ouais, Pierre Prost, exactement. Pierre Prost, à l'époque où il était en C'est F1. pas mal, ça Oh, la pourrait notre être. ami ouais, Pierre c'est- la neige. C'est très perturbant. T'as une sacrée carrière. Là, c'est Brice Bottas. Brice Bottas, Oh, Pierre prend la putain, il est main. trop Brice, fort. attention, pas reconnu. hein. il est Bottas parti en chez échappé. Ça, c'était Bottas en Ouais, F2, à ouais, l'époque, tout à fait. ouais. Tout à fait. Et ça, c'est Emmanuel, Brice Bid. Emmanuel Bid. Ouais. Exactement. Emmanuel Bid. 2-1. Emmanuel. Ouais. On y retourne. Hamza Briator. Hamza Briator, merci beaucoup. Hamza Briator, bravo. Et 2-1. c'est fantastique, celui-ci. C'est Oh, c'est incroyable. chaud. Pierre Hamilton. Pierre Hamilton, merci beaucoup. Je suis désolé, il est 3-1. ultra moche. Celui-là, il est incroyable. On dirait, tiens, un wannabe de ouf. Un mec qui se prend pour Sean Paul. Bref, je n'irai pas plus loin. Le suivant. Ça, c'est Brice Senna. C'est Brice Senna, merci beaucoup. Ouais. C'est une échappée là Fort, pour notre hein, ami, il est pour bon, notre ami Pierre. Il va ouais. très très vite. Il va très très vite et il y en a d'autres. Et Hamza Febro. Non. Hamza Febro, merci. Hamza Febro, c'est léger, hein. C'est vraiment Ah ouais, léger. ouais, C'est bravo. au début, tu vois, c'est vraiment au début. Vous ressemblez. ça, c'est Emmanuel Steiner. Exactement. Emmanuel Steiner, je n'arrête. Ouais. Ça, c'est Pierre Ocon. Ça, c'est Pierre Ocon qui a gagné une course l'année dernière. Vous savez, ouais. Ah Et merde, voilà. déjà. Et ça, c'est les rendez-vous pour Mais il allait super dans vite, Pierre. 15 jours. Ah, Pierre, il est trop fort. Franchement, Pierre a gagné le quiz, les gars. franchement. Vous vous êtes fait taper Bravo. par un invité et c'est peut-être la première fois que c'est arrivé dans l'histoire. Eh bien, des pistonnés, prenez le temps. Gardez votre calme. Vous avez 15 jours pour retravailler la copie et revenir avec de meilleures intentions. Les rendez-vous du Grand Prix d'Australie le samedi à 19h. On aura rendez-vous sur Winamax pour débriefer les qualifs, vous briefer sur la course qui aura lieu le matin. Il va falloir se lever tôt. Le débrief le lundi matin comme d'hab, le mercredi, le magazine. Bref, j'espère que cette vidéo vous a régalé. Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et j'ai hâte d'attendre tes grandes annonces pour le Grand Prix de France. Grandes annonces avec peut-être les pistonnés. Ah. Pas mal de surprises. Featuring. J'espère. Touchons du bois, J'espère. touchons du bois, ne nous portons pas l'œil. Merci beaucoup Pierre d'être venu nous éclairer nos lanternes en tout cas, grâce à tous les avis que tu nous as donnés. Et puis Brice, Hamza, j'ai hâte de vous retrouver les gars, 15 jours sans Formule 1, il va falloir tenir. Écoutez, On va le faire. ça va bien se passer. Ciao les amis, merci beaucoup à la First Team pour tout le travail, on se retrouve très vite, ciao.